Mes parents ont raté mon mariage pour l'anniversaire de ma sœur. J'ai immédiatement coupé les vivres. Mais ce n'était que le début. Ce que je m'apprête à faire. Rien ne pourra les Y préparer. Ils ne s'en remettront pas. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 32 ans et je viens de réaliser que je n'ai jamais vraiment été une fille dans ma famille. Le jour où j'ai reçu l'appel de ma mère, à seulement 3 semaines de mon mariage, pour me dire que mes parents ne pourraient pas venir car cela tombait le jour de l'anniversaire de ma sœur, j'étais dans une cabine d'essayage de robe de mariée avec un voile blanc dans les mains. 32 ans à être la fille aînée. 8 ans à envoyer 2500 € chaque mois et un appel téléphonique de 47 secondes pour briser toutes les illusions que j'avais jamais eues. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement posé le téléphone et fait quelque chose que j'aurais dû faire des années auparavant. Pour comprendre pourquoi un appel de 47 secondes a tout changé, je dois vous ramener aux années où l'on m'appelait le distributeur automatique de billets de la famille. J'ai grandi dans la banlieue de Lyon, dans une maison de 3 chambres avec un jardin que ma mère adorait montrer aux voisins. Chloé a eu la chambre avec la fenêtre donnant sur le jardin. J'ai eu la petite pièce à côté du garage où je pouvais entendre le chauffe-eau gémir chaque nuit. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère avait une façon particulière de nous présenter. « Voici Chloé, ma fille », disait-elle, la main fièrement posée sur l'épaule de ma sœur. Puis, presque comme une pensée après coup. « Et voici Amélie, la grande sœur de Chloé, pas sa fille, la sœur de Chloé. » Comme si toute mon existence se définissait par ma relation à l'enfant chéri. À 14 ans, je travaillais à temps partiel dans une boulangerie locale pour payer mes propres fournitures scolaires. Chloé n'a jamais eu à lever le petit doigt. Maman lui achetait de nouveaux vêtements à chaque saison, le dernier téléphone, tout ce qu'elle voulait. Je portais les vêtements de mes cousines et j'ai appris à étirer 1 € jusqu'à ce qu'ils crient. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai économisé pendant 6 mois pour acheter une Renault Clio d'occasion. Année 2005, pare-choc cabossé, climatisation qui fonctionnait quand elle en avait envie. J'étais si fier de cette voiture. Elle représentait chaque service matinal. Chaque anniversaire que j'ai passé à glacer des cupcakes pour des inconnus au lieu de célébrer avec des amis. 2 ans plus tard, lorsque Chloé a obtenu son bac, maman et papa lui ont offert une Peugeot 308 toute neuve. Siège en cuir rouge cerise, le package complet. Elle le mérite, a dit maman quand elle m'a surprise en train de la regarder. Elle a tellement travaillé à l'école. Chloé avait une moyenne de novembre 2020. J'ai eu mon bac avec mention bien et une moyenne de 15/20 tout en travaillant 20 heures par semaine. Je ne détestais pas Chloé. Je détestais simplement que l'amour dans ma famille semble avoir un prix, et c'était toujours moi qui payais. La véritable hémorragie a commencé quand j'avais 24 ans. Je venais de sortir de l'IUT avec un DUT en gestion hôtelière. Rien d'extraordinaire, mais je l'avais obtenu en travaillant à temps plein comme commis de cuisine. J'ai décroché un poste de commis dans un hôtel Novotel, et pour la première fois de ma vie, j'avais un salaire régulier et un aperçu de ce que pouvait être l'indépendance. Puis maman a appelé. « Amélie, c'est une urgence. » Sa voix était tendue, comme toujours quand elle voulait quelque chose. « Ton père a perdu son emploi. On ne peut pas payer le crédit immobilier ce mois-ci. On a besoin de 3 000 €. 3 000 €. Je n'avais pas 3 000 €, mais j'avais une carte de crédit avec une limite de 5 000 € que je protégeais soigneusement pour les urgences. C'était une urgence, n'est-ce pas? Mes parents risquaient de perdre leur maison. J'ai utilisé ma carte de crédit au maximum et j'ai viré l'argent le jour même. Merci, ma chérie, a dit maman quand elle a confirmé le virement. On savait qu'on pouvait compter sur toi. Pendant les 3 mois suivants, j'ai mangé des nouilles instantanées au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. J'ai pris des services supplémentaires jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal et que mes mains se gercent à force de faire la vaisselle. J'ai remboursé le solde de cette carte de crédit centime par centime. Pendant ce temps, mes parents postaient sur Facebook des photos de leur dîner du week-end chez Hippopotamus. Chloé publiait des selfies d'une journée au spa. Complicité mère-fille. Je me suis dit que c'était une fois seulement. Ils étaient dans une situation difficile. La famille s'entraide. Mais c'était le test, n'est-ce pas? Et je l'ai trop bien réussi. Alors, ils n'ont jamais cessé de m'en donner de nouveaux. Ce que je ne savais pas alors, c'est que cette première urgence n'était que le premier acte d'une performance de 8 ans, et j'étais la seule à payer les billets.
4 ans plus tard, j'ai rencontré Marc Fournier lors d'une fête de Noël d'entreprise. J'avais alors 28 ans, je travaillais comme sous-chef dans un restaurant-boutique du centre-ville. J'avais gravi les échelons depuis commis, appris à faire des sauces qui pouvaient faire pleurer des hommes adultes, et pourtant, j'envoyais toujours de l'argent à la maison chaque mois. Le montant s'était stabilisé à 2500 €, comme une horloge, comme une facture que je ne pouvais pas annuler. Marc était ingénieur en informatique, calme, réfléchi, le genre d'homme qui écoute vraiment quand on parle. Il n'était pas tapa accent grave l'œil. Il conduisait une Citroën C3 et portait le même blazer bleu marine à chaque événement. Mais quand il me regardait, il me voyait. Pas ce que je pouvais lui donner, juste moi. Après 3 mois de relation, il a remarqué quelque chose. Amélie, pourquoi vires-tu autant d'argent à tes parents chaque mois? Il m'aidait à créer une feuille de calcul budgétaire. Son langage de l'amour, c'était apparemment les formules Excel. C'est plus que ce que la plupart des gens paient en loyer. Je me suis figé. Personne ne m'avait jamais posé cette question. Parce que si je ne le fais pas, je suis une mauvaise fille, ai-je dit. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Marc a posé sa tasse de café. Il m'a regardé avec ses yeux bruns stables. Pas de jugement, juste de l'inquiétude. Et si on suivait tout ça, a-t-il dit lentement. Chaque euro que tu leur as envoyé depuis que tu as commencé à travailler, juste pour que tu saches exactement où tu en es. Cette nuit-là, nous avons créé une feuille de calcul ensemble. Date, montant, raison listée dans la colonne des notes, réparation de voiture d'urgence, manuel scolaire de Chloé, facture médicale, aide pour le crédit immobilier encore. Les chiffres grimpaient plus haut que ce à quoi je m'attendais. Beaucoup plus haut. Tu n'es pas une mauvaise fille, Amélie, a dit doucement Marc, sa main couvrant la mienne. L'amour n'est pas censé être un prêt que tu ne pourras jamais rembourser. Cette feuille de calcul allait devenir le document le plus important de ma vie. Je voulais posséder une boulangerie depuis mes 16 ans. Tout a commencé avec ma grand-mère, la mère de ma mère, bien que vous ne le devineriez pas à la façon dont elle me traitait différemment. Mamie Rose vivait dans une petite maisonnette avec une cuisine qui sentait la cannelle et le beurre. Elle m'a appris à faire ces fameuses brioches à la cannelle à partir de rien, pétrissant la pâte jusqu'à ce que mes bras brûlent, regardant le glaçage couler juste comme il faut. Tu as un don, Amélie, disait-elle, de la farine poudrant ses cheveux argentés. Ses mains ont été faites pour créer quelque chose de doux dans un monde souvent amer. Elle est décédée quand j'avais 19 ans. Elle ne m'a laissé que ses recettes et un médaillon que je porte encore tous les jours. Mais le rêve est resté. À 29 ans, j'avais commencé à prendre des commandes de gâteaux personnalisés le week-end. Gâteaux de mariage, gâteaux d'anniversaire, des créations élaborées qui prenaient des heures à décorer. Je mettais de côté chaque euro que je pouvais, rêvant d'une petite boutique avec mon nom sur la porte. Quand j'ai finalement parlé de mes projets à ma mère, elle a ri. Une boulangerie? Amélie? Sois réaliste. Sais-tu combien de petites entreprises font faillite la première année? Elle a secoué la tête comme si j'avais suggéré d'ouvrir un casino sur la Lune. Tu as un emploi stable. Pourquoi jetterais-tu ça par la fenêtre? Chloé a renchéri depuis le canapé, sans même lever les yeux de son téléphone. Tu vas sérieusement vendre des cupcakes pour gagner ta vie? C'est tellement pittoresque. Papa n'a rien dit. Il ne disait jamais rien. Ce Noël-là, ils ont offert à Chloé un ensemble de clubs de golf haut de gamme. Pour le réseautage, a expliqué maman, tandis que je recevais une carte cadeau Monoprix. Le message était clair. Mes rêves ne valaient pas la peine d'investir. Je n'étais précieuse que pour ce que je pouvais leur donner. Mais j'ai continué à économiser quand même. Certains rêves sont trop précieux pour laisser les autres les tuer. La première fois que j'ai rencontré Robert et Hélène Fournier, je ne savais pas que les familles pouvaient être comme ça. Marc m'a conduite chez eux un dimanche après-midi, une maison coloniale modeste à caluire et cuire avec des rosiers bordant l'allée. Rien d'extravagant, mais chaleureux, habité. Hélène a ouvert la porte avant même que nous ayons frappé. Vous devez être Amélie. Elle m'a serré dans ses bras comme si nous nous connaissions depuis des années. Marc nous a tellement parlé de vous. Entrez. Entrez. Je viens de sortir le rôti du four. La table de la salle à manger était dressée avec de vraies serviettes en tissu. Des bougies vacillaient au centre. Robert s'est levé pour me serrer la main,
sa poignée ferme mais douce. Alors, Amélie, a-t-il dit en me passant la corbeille à pain. Marc me dit que vous êtes une chef talentueuse. Quelle est votre spécialité? Personne ne m'avait jamais demandé ça. Mes propres parents ne m'avaient jamais interrogé sur mon travail, mes passions, ce qui me faisait vibrer. La pâtisserie, ai-je réussi à dire. Je veux ouvrir une boulangerie un jour. Le visage d'Hélène s'est illuminé. Oh, c'est merveilleux, Robert. N'est-ce pas merveilleux? Ça l'est, a convenu Robert. Vous savez, je travaille dans l'immobilier commercial. Quand vous serez prête à chercher des locaux, faites-le moi savoir. Je pourrais peut-être vous aider pour les négociations de bail. Je l'ai regardé fixement. Cet homme que je venais de rencontrer m'offrait de m'aider à réaliser un rêve dont mes propres parents s'étaient moqués. Sur le chemin du retour, j'ai pleuré. Qu'est-ce qui ne va pas? A demandé Marc, alarmé. Rien ne va pas, ai-je murmuré. C'est juste. Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Comme quoi? Comme être désiré sans avoir à payer pour ça. Cette nuit-là, j'ai compris pour la première fois ce qui m'avait manqué et ce que je refusais de laisser manquer à mes futurs enfants. Puis Chloé s'est fiancée et tout s'est accéléré. Elle a rencontré Baptiste dans un bar sur un toit du centre-ville, un courtier en bourse avec les cheveux gominés et une Rolex qu'il mentionnait dans chaque conversation. En 6 mois, ils étaient fiancés. En 7, ma mère était au téléphone pour exiger ma contribution au fonds du mariage. 15 000 €. Amélie, c'est ta part. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Ma part, maman. J'essaie d'économiser pour mon propre avenir. Ton avenir? Elle a ri. Ce son aigu que je connaissais trop bien. Chloé se marie maintenant. C'est son jour spécial. Tu pourras économiser de l'argent l'année prochaine. J'économise depuis des années. J'essaie d'ouvrir une boulangerie. Oui, je sais. Tu peux ouvrir une boulangerie n'importe quand. Ta sœur ne se marie qu'une fois. Je voulais dire non. Chaque fibre de mon être hurlait de dire non, mais alors maman a commencé à pleurer. Pas les larmes douces d'une émotion sincère. Les sanglots bruyants et haletants qu'elle déployait comme des armes. Comment peux-tu être si égoïste? Veux-tu que je meure de honte devant la famille de Baptiste? Ils sont riches, Amélie. Nous devons faire bonne impression. Finalement, j'ai envoyé 10 000 €. Cela a anéanti tout mon fonds pour la boulangerie. Le mariage de Chloé a eu lieu à l'abbaye de Collonges. Robe de grand créateur, sculpture de glace, un groupe de jazz en direct. Je faisais partie du cortège, portant une robe de demoiselle d'honneur rose que maman avait choisie spécifiquement parce qu'elle n'attirait pas l'attention au détriment de la mariée. Personne ne m'a remercié pour ma contribution, pas une seule fois. À la réception, j'ai entendu ma mère dire aux parents de Baptiste, « Nous sommes si fiers de nos 2 filles, mais Chloé a toujours été la spéciale. » J'ai souri et continué à servir le champagne. 2 ans plus tard, quand ce fut mon tour de marcher vers l'hôtel, j'allais apprendre à quel point j'étais spécial pour eux. Marc m'a demandé en mariage un soir pluvieux d'avril dans le jardin où ma grand-mère cultivait des herbes. La maisonnette avait été vendue des années auparavant, mais les nouveaux propriétaires avaient gardé le jardin. Romarin, lavande, thym poussaient encore sauvagement dans les parterres que mamie Rose avait entretenus. Marc avait somehow obtenu leur permission de m'y emmener pour s'agenouiller dans la terre humide avec une boîte à bagues à la main. La bague n'était pas un diamant. C'était un saphir, la pierre du médaillon de ma grand-mère, que Marc avait secrètement apporté chez un bijoutier des mois plus tôt. Il l'avait fait sertir dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui transportait mon histoire dans notre avenir. J'ai dit oui avant qu'il ait fini de demander. Cette nuit-là, flottant sur un nuage de bonheur, j'ai appelé ma mère pour partager la nouvelle. Fiancé? La voix de maman était plate. Avec le gars de l'informatique. Que fait sa famille? Il est ingénieur en informatique, maman, et ses parents sont des gens merveilleux. Mais sont-ils bien établis? Quel genre de mariage peuvent-ils se permettre? J'ai senti ma joie se dégonfler comme un ballon percé. Je n'ai pas appelé pour discuter finances. J'ai appelé pour te dire que je vais me marier. Une longue pause, puis. Eh bien, au moins il a un emploi stable. Je suppose que c'est quelque chose. Pas de félicitations. Pas de larmes de joie. Pas de « je suis si heureuse pour toi »,
ma chérie. Plus tard dans la nuit, Chloé a envoyé un texto, tu te maries avant notre 2e anniversaire de mariage? Un peu de mauvais goût, pour être honnête. Marc m'a trouvé dans la cuisine, fixant mon téléphone. Ils ne l'ont pas bien pris, n'est-ce pas? A-t-il demandé doucement. Ils ne l'ont pas pris du tout. Ils l'ont juste inventorié comme si j'annonçais une fusion d'entreprise au lieu du plus beau jour de ma vie. Il m'a serré contre lui. Alors nous célébrerons avec des gens qui s'en soucient vraiment. Mes parents prévoient déjà un dîner. J'aurais dû le savoir à ce moment-là. Les signes étaient tous là, écrits en néon, mais l'espoir est une chose tenace. Et je croyais encore que le jour de mon mariage, mes parents se présenteraient. 6 mois avant le mariage, j'ai signé le bail d'une petite boutique sur la rue de 16, la boulangerie Douce Aurore. Le nom m'est venu en rêve. Ma grand-mère debout dans la lumière du matin, sortant des brioches à la cannelle du four, la cuisine brillant d'un éclat doré. Robert Fournier avait trouvé l'espace lors d'une de ses recherches de biens. Le loyer est gérable, a-t-il dit en faisant glisser les papiers sur la table de sa salle à manger. Et l'ancien locataire a laissé les fours. Il te suffit d'apporter ton propre équipement. Hélène m'a apporté un présentoir à gâteau vintage d'une vente de succession. Pour te porter chance, a-t-elle dit en le pressant dans mes mains. J'envoyais toujours à mes parents 2500 € par mois, même en grattant les fonds de tiroir pour les dépôts et le premier mois de loyer. J'étais si à court que je me sentais m'effilocher sur les bords. Mais j'ai refusé d'arrêter. Pas encore. La famille, c'était la famille, même quand la famille ne ressemblait pas à une famille. Quand j'ai montré à ma mère des photos de l'espace de la boulangerie, elle a plissé les yeux sur l'écran de son téléphone. C'est petit, a-t-elle dit. Es-tu sûr d'avoir assez de clients? Il faut bien commencer quelque part, maman. Je m'inquiète juste que tu gaspilles de l'argent. Chloé parle d'ouvrir un salon de manucure. Peut-être que tu pourrais l'aider à démarrer à la place. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Une semaine plus tard, j'étais chez Robert et Hélène pour organiser mes documents fiscaux d'entreprise quand Robert s'est arrêté sur une pile de relevés bancaires que j'avais apportés. 8 ans de virement, 2500 € mois après mois, plus les urgences plus importantes. Le total était stupéfiant. Robert n'a pas dit un mot. Il m'a juste regardé avec des yeux pleins de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. De la tristesse peut-être, ou de la reconnaissance. Tu as fait plus que ton devoir, Amélie, a-t-il dit doucement. Je veux que tu le saches. Je n'ai réalisé que plus tard que Robert avait tout vu et que son témoignage compterait plus que je ne pouvais l'imaginer. 2 mois avant le mariage, j'ai envoyé les faire-part. Je les avais conçus moi-même. Simple papier cartonné crème avec de la lavande pressée du jardin d'Hélène. 15 juin, était-il écrit. Veuillez vous joindre à nous pour le mariage d'Amélie Marie Dubois et Marc-Jacques Fournier. J'ai remis l'invitation de mes parents en main propre, espérant que me voir en personne pourrait déclencher quelque chose, une étincelle d'excitation, une reconnaissance que leur fille allait se marier. Maman a jeté un coup d'œil à la carte et a froncé les sourcils. 15 juin. Laisse-moi vérifier le calendrier. Elle a sorti son téléphone, a fait défiler les dates et a soupiré. C'est proche de l'anniversaire de Chloé. Tu sais, elle a 28 ans le 17. Je sais quand est l'anniversaire de Chloé, maman, le mariage est le 15. Pourtant, elle a posé l'invitation sur le comptoir de la cuisine à côté d'une pile de prospectus. On pourrait avoir des projets. Chloé est entrée dans la cuisine, a pris un yaourt dans le frigo et a repéré la carte. Oh, ton truc de mariage. Baptiste veut aller au Baléares ce week-end-là. J'essaierai de venir, mais sans promesse. Papa est resté dans le salon tout le temps, regardant un tournoi de golf. Il ne s'est même pas retourné. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Marc. Ils ne se sont pas engagés, ai-je dit, la voix creuse. Ils ont dit qu'ils pourraient avoir des projets. Pour ton mariage. Un long silence. Puis Marc a dit doucement. Amélie, peut-être qu'il est temps d'accepter que ta famille n'est pas capable d'être ce dont tu as besoin qu'elle soit. Ils viendront, ai-je insisté. Quand le jour J arrivera, ils seront là. Je sais qu'ils le seront. Et s'ils ne le sont pas? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas l'imaginer. Mes propres parents choisissant de ne pas être témoins du jour le plus important de ma vie. Cela semblait trop cruel,
trop impossible. 6 semaines plus tard, j'ai appris que la cruauté était exactement ce dont ils étaient capables. L'appel est arrivé un mardi après-midi fin mai. J'étais dans une boutique de mariage du centre-ville, entouré de miroirs qui me montraient sous tous les angles. La robe était en soie ivoire avec de délicates perles à l'encolure. Simple mais élégante. Le genre de robe dont je rêvais depuis que j'étais une petite fille regardant des films où les pères accompagnaient leurs filles à l'hôtel. Mon téléphone a vibré. Maman. Salut, maman. Je suis en fait à mon dernier essayage en ce moment. Amélie, je dois te dire quelque chose. Sa voix était neutre, comme si elle lisait une liste de courses. Ton père et moi ne pourrons pas venir au mariage. Le silence s'est fait dans la cabine d'essayage. La conseillère qui ajustait mon ourlet a levé les yeux, inquiète. Comment ça, vous ne pourrez pas venir? Le 15 juin, c'est le week-end de l'anniversaire de Chloé. Baptiste lui organise une fête anticipée le 15, car cela convient mieux à leurs emplois du temps. Nous ne pouvons pas manquer la célébration de l'anniversaire de notre fille. Maman, son anniversaire est le 17 et je me marie le 15. Ma chérie, ta sœur n'a qu'un anniversaire par an. Tu aurais pu choisir une autre date. Je me suis regardé dans le miroir. Une femme en robe de mariée. Le téléphone collé à l'oreille. Le monde s'effondrant au ralenti. Tu choisis la fête d'anniversaire de Chloé plutôt que mon mariage. Ne sois pas dramatique. Tu sais à quel point ces étapes sont importantes pour elle. Les collègues de Baptiste seront là. C'est du réseautage. Je suis ta fille aussi, maman. Bien sûr que tu le es. Mais Chloé a plus besoin de nous en ce moment. Tu as toujours été si indépendante, Amélie. Tu t'en sortiras. 47 secondes. C'est le temps qu'a duré l'appel. J'ai vérifié après. 47 secondes pour démanteler 32 ans d'espoir désespéré. Je comprends, ai-je dit doucement. Au revoir, maman. J'ai raccroché. La conseillère m'a demandé si j'allais bien. J'ai regardé mon reflet une dernière fois. Une mariée sans famille pour assister à ses vœux. Et quelque chose en moi a changé de manière permanente. Je n'ai pas pleuré dans la boutique de mariage. J'ai terminé mon essayage, payé le solde, et suis sorti au soleil comme si de rien n'était. Marc m'attendait à la maison quand je suis arrivé. Comment s'est passé l'essayage, a-t-il demandé, puis il a vu mon visage. Amélie, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai raconté. Chaque mot que ma mère avait dit. Chaque syllabe soigneusement choisie qui avait arraché un autre morceau de mon cœur. Marc n'a ni ragé ni fulminé. Il a simplement traversé la pièce et m'a tenu dans ses bras. Qu'est-ce que tu veux faire, a-t-il demandé. Je ne sais pas. Je me suis reculé, je l'ai regardé. En fait, ce n'est pas vrai. Je sais. Ce soir-là, après le dîner, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon téléphone. L'application bancaire brillait dans l'obscurité. J'ai navigué jusqu'au virement récurrent, 2500 € programmés pour le premier de chaque mois. Payé Gérald et Diane Dubois. 8 ans. 247 500 €. Je connaissais le chiffre exact parce que Marc et moi l'avions calculé des mois auparavant. Plus qu'assez pour un apport pour une maison, plus qu'assez pour construire une vie. Et en retour, même pas leur présence à mon mariage. Mon doigt a plané sur le bouton d'annulation. Tu n'as pas à décider ce soir, a dit doucement Marc depuis l'embrasure de la porte. Si, je dois. Je l'ai regardé. Si j'attends jusqu'à demain matin, je vais me dissuader. Je me dirai qu'ils changeront peut-être d'avis, que je surréagis peut-être. Mais je ne surréagis pas, n'est-ce pas? Non, a-t-il dit. Tu ne le fais pas. J'ai appuyé sur annuler, puis sur confirmer. L'écran s'est rafraîchi. Le virement récurrent a disparu, remplacé par un espace vide. Je n'ai pas envoyé de texto pour expliquer ma décision. Je n'ai pas appelé pour argumenter ou justifier. J'ai simplement arrêté de donner et j'ai attendu de voir si quelqu'un me remarquerait pour autre chose que mon argent. Il remarquerait, mais pas de la manière que j'espérais. Le 15 juin, j'ai épousé l'amour de ma vie dans le jardin de la maison de Robert et Hélène Fournier. 87 invités se sont rassemblés sous un dais de guirlandes lumineuses et de roses blanches. Le temps était parfait.
Ciel clair, brise douce, le genre de journée qui semblait conçue pour les commencements. Les collègues de Marc étaient assis à côté de mes collègues du restaurant. Des amis du lycée se mêlaient aux habitués de la boulangerie Douce Aurore, qui était ouverte depuis 3 mois à ce moment-là. De mon côté de la famille, une personne. Tante Sophie, la sœur cadette de ma mère, le mouton noir qui avait été mise à l'écart pour avoir refusé de prêter de l'argent à mes parents des années auparavant. Elle a conduit 4 heures pour être là. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Mamie Rose aurait été si fière de toi. Hélène m'a aidé à enfiler ma robe. Elle n'a pas essayé de remplacer ma mère. Elle a simplement comblé le vide avec grâce et chaleur, ajustant mon voile, épongeant les larmes qui menaçaient constamment de couler. Tu ne perds rien aujourd'hui, a-t-elle murmuré. Tu gagnes tout ce que tu mérites. Robert m'a accompagné à l'hôtel. Il l'avait proposé la veille, discrètement et sans pression. Seulement si tu le veux, avait-il dit. Aucune obligation. Mais quand j'ai pris son bras et senti la stabilité de sa présence, j'ai su que j'avais fait le bon choix. J'avais fait mon propre gâteau de mariage, citron lavande, la recette de Mamie Rose. Ce n'était pas traditionnel, mais rien dans ce mariage n'était traditionnel. Il a été construit à partir de rien par des gens qui voulaient vraiment être là. Ce soir-là, Marc et moi avons dansé sous les étoiles. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. L'absence de mes parents me faisait mal. Mais la présence de ma famille de cœur remplissait des espaces que je ne savais pas vides. Si vous avez déjà été le seul à ne pas être sur la photo de famille, vous savez ce que je veux dire. Parfois, les gens qui se présentent sont plus une famille que le sang ne le sera jamais. Si cela résonne en vous, laissez un commentaire disant « Je comprends ». Et si vous vous demandez ce qui s'est passé quand mes parents ont finalement réalisé que l'argent avait cessé d'arriver, abonnez-vous et restez dans les parages car cette tempête ne faisait que commencer à se former. 2 semaines après ma lune de miel, ma mère a appelé. J'étais à la boulangerie en train de glacer un gâteau à 3 étages pour une célébration d'anniversaire quand son nom a illuminé mon écran. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité ou peut-être le masochisme a eu le dessus. Amélie, il doit y avoir une erreur avec ta banque. Sa voix était sèche, agacée. Le virement n'est pas passé ce mois-ci. Il n'y a pas d'erreur, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai arrêté les virements. Je n'envoie plus d'argent. Silence. Je pouvais l'imaginer debout dans sa cuisine, le téléphone collé à l'oreille, le cerveau luttant pour traiter l'impossible. Tu as arrêté? Tu ne peux pas simplement arrêter. Nous dépendons de cet argent. Ton père et moi avons des factures. Je sais que vous avez des factures. Je les paie depuis 8 ans. Exactement. Alors, tu comprends à quel point. Je comprends que vous ayez choisi la fête d'anniversaire de Chloé plutôt que mon mariage. Je comprends qu'après 247 500 €, je n'ai même pas pu vous faire venir pour un après-midi. Plus de silence, puis doucement, dangereusement. Alors, c'est de la vengeance. Tu nous punis. Non, maman. C'est moi qui prends enfin soin de ma propre famille. Marc et moi construisons une vie ensemble. Je dirige une entreprise. Je ne peux pas continuer à subventionner une famille qui me traite comme un distributeur automatique avec un cœur qui bat. Comment oses-tu? Je ne demande pas la permission. Je t'informe d'un changement. Amélie Marie Dubois, si tu fais ça, tu le regretteras. La famille, c'est pour toujours. Quand tu auras besoin de nous, nous ne serons pas là pour toi. J'ai failli rire. Quand avait-il jamais été là pour moi? Au revoir, maman. J'ai raccroché et suis retourné à mon glaçage. Mes mains tremblaient, mais mon cœur était stable. Elle avait dit que je le regretterais. 6 mois plus tard, ce serait elle qui apprendrait le regret. La campagne de culpabilisation a commencé dans les 48 heures. D'abord, l'appel de papa. La première fois qu'il composait volontairement mon numéro depuis des années. Amélie. Ma chérie, ta mère pleure depuis 2 jours. Elle ne peut ni manger, ni dormir. Tu lui brises le cœur. Elle a brisé le mien en premier, papa. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes tes parents. Nous avons tant sacrifié pour vous élever, les filles. As-tu sacrifié,
Papa, où est-ce que c'est moi? Il n'avait pas de réponse à ça. Puis sont venus les textos de Chloé, en rafale et furieux. Maman m'a dit ce que tu as fait. Comment peux-tu être si cruel? Ils t'ont littéralement élevé et c'est comme ça que tu les rembourses. Tu es incroyablement égoïste. Certains d'entre nous ne gagnent pas autant d'argent que toi. Je n'ai répondu à aucun d'eux. La seule voix de la raison est venue de tante Sophie, qui a appelé un soir alors que je fermais la boulangerie. Ta mère m'a téléphoné pour me demander de l'argent, a-t-elle dit sèchement. La première fois qu'elle me parle en 5 ans. Je lui ai dit ce que je lui avais dit à l'époque. Pas mon problème. A-t-elle dit quelque chose sur moi? Oh, plein de choses. Selon elle, tu es devenue sans cœur et ingrate. Elle a aussi mentionné que tu avais abandonné la famille dans leur heure de besoin. Sophie a fait une pause. Amélie, sais-tu ce que ta mère a fait à ta grand-mère? Exactement la même chose. La saigner à blanc jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis la blâmer de ne pas avoir plus à donner. Le schéma. Il avait été juste devant moi toute ma vie. Cette nuit-là, allongé à côté de Marc dans le lit, j'ai fixé le plafond et je me suis demandé si je faisais ce qu'il fallait. Suis-je cruel, ai-je murmuré. Non, a-t-il dit. Tu es libre. Mais la liberté, j'apprenais, venait avec son propre poids. Les doutes venaient par vagues. Généralement à 3 heures du matin. Je me réveillais dans l'obscurité, le cœur battant, les mêmes questions tournant en boucle dans mon esprit. Suis-je une mauvaise fille? Suis-je aussi égoïste qu'ils le disent? Le regretterai-je pour toujours? Une nuit, je me suis glissé hors du lit et me suis assise sur le sol de la cuisine, les genoux ramenés contre ma poitrine, le téléphone à la main. Mon doigt a plané sur le contact de ma mère. Un appel, une excuse. Tout pourrait redevenir normal. Mais qu'est-ce qui était normal? Normal, c'était donner jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Normal, c'était être invisible sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. Normal, c'était une porte à sens unique qui ne s'ouvrait que lorsque l'argent circulait. Marc m'a trouvé là à l'aube. Reviens te coucher, a-t-il dit doucement, s'asseyant à côté de moi sur le carrelage froid. Je n'arrête pas de penser que je devrais juste arranger les choses. Renvoyer l'argent. Les rendre heureux. Est-ce que ça te rendrait heureuse? La question est restée en suspens. Je n'avais pas besoin de répondre. Ce dimanche-là, nous avons dîné chez Robert et Hélène. J'ai à peine touché à ma nourriture, poussant le rôti dans mon assiette pendant que la conversation fusait autour de moi. Après le dîner, Hélène m'a pris la main. Tu portes quelque chose de lourd, ma chérie. Je le vois. Je vais bien, Hélène. Tu as le droit de ne pas aller bien. Elle m'a serré les doigts. Et tu as le droit de te protéger des gens qui te font du mal, même s'ils partagent ton sang. S'aimer soi-même n'est pas égoïste. C'est de la survie. Robert s'est raclé la gorge depuis l'embrasure de la porte. J'ai vu tes relevés bancaires, Amélie, il y a des mois quand on faisait les impôts de la boulangerie. Il a croisé mon regard. 247 500 €. Tu leur as tout donné. Et ils ne sont même pas venus à ton mariage. Tu ne leur as pas manqué. Ils t'ont manqué. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti le nœud dans ma poitrine se desserrer. Je n'étais pas une mauvaise fille. J'étais une fille qui avait enfin cessé de payer pour un amour qui n'avait jamais été à vendre. 8 mois passèrent et la vie commença à s'épanouir. La boulangerie Douce Aurore avait trouvé son rythme. Un blogueur culinaire local nous a découvert en mars et a écrit une critique élogieuse. Un joyau caché niché sur la rue de 16. Les commandes ont doublé, puis triplé. J'ai embauché 2 employés à temps partiel, Mia, diplômée d'une école de cuisine, et Devon, un père célibataire cherchant des horaires flexibles. La boulangerie devenait ce dont j'avais toujours rêvé, un lieu où les gens venaient non seulement pour des brioches à la cannelle et des sablés à la lavande, mais aussi pour la chaleur. Les habitués connaissaient les prénoms des autres. Les gâteaux d'anniversaire étaient commandés des mois à l'avance. Nous avions commencé une tradition de donner des biscuits gratuits aux enfants qui venaient après l'école. Et puis en avril, j'ai fait un test et j'ai vu 2 lignes roses. Enceinte. Marc et moi sommes restés dans notre petite salle de bain à regarder le test comme s'il pouvait changer d'avis. Puis il m'a soulevé et m'a fait tourner,
tous les deux riant et pleurant en même temps. On va avoir un bébé, n'arrêtait-il pas de dire. On va avoir un bébé. Hélène a pleuré quand nous le lui avons annoncé. Robert a fait des blagues terribles sur le fait d'apprendre au bébé à négocier des contrats immobiliers. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que signifiait être célébré. Non pas pour ce que je pouvais donner, mais simplement pour exister. Mes parents sont restés silencieux. Après des mois de textos ignorés et d'appels sans réponse, ils avaient cessé d'essayer de me joindre. J'ai supposé qu'ils avaient trouvé une autre solution à leur problème d'argent ou que Chloé avait pris le relais pour une fois. J'avais tort. Amélie, a dit tante Sophie lors d'un de nos appels réguliers. Tu devrais savoir quelque chose. Ta mère demande des prêts à la famille. Apparemment, Chloé a fait de mauvais investissements. De très mauvais. L'autre chaussure était sur le point de tomber. Je ne savais tout simplement pas qu'elle tomberait directement dans ma boulangerie. L'histoire complète est sortie par morceaux. Selon tante Sophie, qui avait recueilli des informations auprès de divers parents, Chloé avait convaincu mes parents d'investir leurs économies dans une opportunité garantie que Baptiste avait découverte. Une sorte de combinaison de crypto-monnaie et de marketing multiniveau qui promettait des rendements incroyables. 80 000 € partis en fumée en 3 mois. Le cousin de Baptiste dirigeait tout ça, a expliqué Sophie au téléphone. Ça s'est avéré être une pyramide de Ponzi. Le cousin a disparu au Mexique. Baptiste et Chloé divorcent. Je me suis assise sur le banc devant ma boulangerie, le téléphone collé à l'oreille. Et mes parents? Ils utilisaient l'argent que tu envoyais comme filet de sécurité depuis des années. Sans ça, ils n'ont pas assez pour couvrir le crédit immobilier. Ils ont 3 mois de retard. La banque a envoyé un avis. J'aurais dû me sentir vengé. J'aurais dû ressentir cette bouffée chaude de schadenfreude qui vient quand les gens qui vous ont fait du mal subissent des conséquences. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Ils vont perdre la maison, ai-je dit. Peut-être, à moins qu'ils ne trouvent quelqu'un pour les renflouer. Une notification de texto a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Le nom de Chloé est apparu pour la première fois depuis des mois. Salut Serette, on peut parler? Je sais qu'on n'a pas été proches, mais la famille c'est la famille, non? On devrait se revoir. Peut-être prendre un café. J'ai fixé le message. Après 8 mois de silence, après avoir manqué mon mariage, après des années à me traiter comme la servante de la famille c'est la famille. J'ai tapé une réponse. Je suis occupé avec la boulangerie. De quoi as-tu besoin? La réponse est venue instantanément. Rien de spécifique. Je voulais juste renouer le contact. Au fait, maman a mentionné que tu réussissais très bien avec ton entreprise. C'est super. On devrait fêter ça. Peut-être que tu pourrais nous aider à régler quelques trucs financiers aussi. La voilà. La demande déguisée en conversation décontractée. Je n'ai pas répondu, mais j'ai commencé à me préparer à ce que je savais être imminent. Ce week-end-là, j'ai étalé 8 ans sur la table de ma cuisine. Des relevés bancaires imprimés et organisés par année. La feuille de calcul que Marc et moi avions créée ensemble, maintenant complète avec chaque virement, chaque urgence, chaque euro qui avait coulé de mon compte à celui de mes parents. Date de transaction surlignée en jaune, totaux courant en gras, 247 500 €. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Marc, posant 2 tasses de café sur la table. Je m'assure de savoir exactement ce qui s'est passé. J'ai feuilleté les pages. S'ils viennent demander de l'argent, quand ils viendront, je veux avoir les faits devant moi, pas les émotions. Les faits. Tu penses qu'ils vont vraiment se montrer? Je sais qu'ils le feront. Ils ont épuisé tout le monde. Je suis la dernière option. Il s'est assis à côté de moi, étudiant les documents. Et que diras-tu? Je ne sais pas encore, mais je ne les laisserai pas déformer ça. Je ne les laisserai pas faire de moi la méchante dans une histoire où j'ai tout donné et n'ai rien reçu en retour. Sur le coin de la table se trouvait un autre morceau de papier, l'image de l'échographie de mon rendez-vous de 12 semaines. Notre bébé, de la taille d'un citron vert, le cœur battant fort et régulièrement. Je l'ai prise, la tenant à côté des relevés bancaires. C'est ça que je protège maintenant, ai-je dit doucement. Ce bébé n'aura jamais à se demander si sa grand-mère l'aime.
Il ne sera jamais comparé à un cousin où on ne lui dira jamais que ses rêves ne valent pas la peine d'être investis. Il saura dès le premier jour qu'il est assez, exactement comme il est. Marc a couvert ma main de la sienne. Quoi qu'il arrive, a-t-il dit, nous y ferons face ensemble. J'ai hoché la tête, rassemblant les documents dans un dossier soigné. La confrontation approchait. Je pouvais la sentir monter comme une tempête à l'horizon. Mais cette fois, je ne serais pas sans défense. Cette fois, la vérité parlerait pour moi. La célébration du premier anniversaire de la boulangerie Douce Aurore tombait un samedi de fin octobre. Je l'avais planifié depuis des mois, une véritable grande ouverture, le genre que je ne pouvais pas me permettre au début. Nous avions décoré la boutique avec des feuilles d'automne et des lumières dorées. Les vitrines débordaient de friandises de saison, brioches à la cannelle et au potiron, tartelettes aux noix de pécan et à l'érable, beignets au cidre. Une journaliste de Lyon Capitale avait confirmé qu'elle passerait pour un article sur les entreprises locales dirigées par des femmes. À midi, la boulangerie bourdonnait. Les habitués remplissaient les tables du café. Robert et Hélène sont arrivés avec des fleurs et du champagne. Marc se déplaçait dans la foule, serrant des mains, mettant tout le monde à l'aise. J'étais derrière le comptoir en train d'emballer un gâteau personnalisé quand la cloche au-dessus de la porte a sonné. J'ai levé les yeux. Ma mère est entrée la première, portant une robe que je n'avais jamais vue, probablement achetée avant leurs problèmes financiers. Derrière elle venait mon père, les mains dans les poches, les yeux balayant nerveusement la pièce. Et derrière eux deux, Chloé, plus mince que dans mon souvenir, le maquillage ne dissimulant pas tout à fait les cernes sous ses yeux. Personne ne souriait. Le brouhaha dans la boulangerie s'est calmé. Quelque chose dans l'air a changé. Cette conscience instinctive lorsqu'un conflit entre dans un espace. Maman m'a repéré derrière le comptoir. Elle a redressé les épaules et a marché droit vers moi, se faufilant entre les clients comme s'il n'existait pas. Amélie. Sa voix a porté à travers la boutique. Nous devons parler de la famille. Hélène, debout près de la vitrine de pâtisserie, s'est rapprochée de moi. Robert a posé sa flûte de champagne. Marc est apparu à mon coude. Ce n'est pas vraiment le moment, maman. Quand est-ce le bon moment? Tu ne réponds pas à nos appels. Tu ne réponds pas aux messages. Elle a fait un geste vers la boulangerie. Mais tu as le temps pour tout ça. Tous les regards dans la pièce étaient maintenant sur nous. J'ai pris une profonde inspiration. D'accord, maman. Parlons de la famille. Ma mère n'avait jamais appris l'art de lire une pièce. Tu nous as abandonnés. Sa voix a résonné dans la boulangerie, assez aiguë pour couper du verre. Tes propres parents, ta propre famille, et tu nous as juste coupés sans avertissement, sans aucune considération pour ce que nous avons fait pour toi. J'ai senti la main de Marc dans mon dos, stable, rassurante. Derrière maman, j'ai vu une cliente habituée, Madame Chevalier, poser sa tasse de café avec un froncement de sourcils inquiet. Maman, ce n'est vraiment pas. As-tu la moindre idée de ce que nous traversons, a-t-elle continué, imperturbable. Ton père n'a pas dormi depuis des semaines. Nous pourrions perdre notre maison. Et toi, tu es ici à faire la fête et à agir comme si nous n'existions pas. Chloé s'est avancée, jouant son rôle de soutien. Elle a raison, Amélie. Tu as cette entreprise qui réussit et tu ne peux même pas aider ta propre mère. Quel genre de fille fait ça? J'ai remarqué que la journaliste de Lyon Capitale avait sorti son téléphone. Enregistrait-elle ou prenait-elle des notes? Je ne pouvais pas le dire. Quel genre de fille? Ai-je répété doucement. C'est une bonne question, Chloé. Laisse-moi te montrer quel genre. Papa a finalement parlé, sa voix douce et suppliante. Amélie, ma chérie, ne faisons pas de scène. Viens juste à la maison. Parlons en privé. Nous pouvons arranger ça en famille. En famille? Quelque chose en moi a cédé. Pas violemment, mais proprement, comme un nœud qui se défait enfin. Est-ce que c'est ce que nous sommes? J'ai attrapé le dossier que j'avais rangé sous le comptoir ce matin. Une partie de moi avait su. Une partie de moi avait attendu. Vous êtes venu ici pour demander de l'argent, ai-je dit en posant le dossier sur le comptoir. Vous êtes venu devant tous ces gens en espérant me faire honte pour que je signe un chèque. Alors, faisons ça correctement, maman. Parlons de ce à quoi cette famille a vraiment ressemblé ces 8 dernières années. J'ai ouvert le dossier.
Ce sont des relevés bancaires, ai-je dit en étalant les pages sur le comptoir. 8 ans de virement de mon compte au vôtre. Voulez-vous connaître le total, maman? 247 500 €. Le chiffre est resté en suspens dans l'air comme de la fumée. Le visage de ma mère est devenu blême. La bouche de Chloé s'est ouverte. Mon père a regardé les documents comme s'ils pouvaient s'enflammer. Chaque mois, ai-je continué, gardant ma voix égale. Je vous ai envoyé 2500 €, parfois plus quand il y avait une urgence. Le mariage de Chloé, 10 000 € de mes économies. L'opération de papa, 8 000 €, que j'ai appris plus tard être en fait pour un voyage de golf. La fuite de canalisation l'année dernière, le week-end au spa de Chloé. J'ai pointé une page spécifique. Voici le 15 juin, le jour de mon mariage. Vous remarquez quelque chose de spécial? Pas de virement de votre part, pas de cadeau, pas de carte. Vous n'êtes même pas venu parce que vous étiez à la fête d'anniversaire de Chloé, une fête qui n'était même pas le jour de son anniversaire. Madame Chevalier a eu un hoquet. Le téléphone de la journaliste enregistrait définitivement maintenant. 247 500 € et je n'ai pas pu acheter votre présence pour un après-midi. J'ai fermé le dossier. Alors non, maman. Je n'abandonne pas la famille. La famille m'a abandonné il y a longtemps. J'ai juste fini par le remarquer. Chloé a bafouillé. C'est. Tu fais de ça une question d'argent alors que c'est une question d'amour. Vraiment? Alors dis-moi, Chloé, quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour parler? Pas pour demander quelque chose? Juste pour savoir comment j'allais? Silence. J'attends. Plus de silence. J'ai posé ma main sur mon ventre, encore plat, mais contenant tout ce qui comptait. Je suis enceinte, ai-je dit. Et mon enfant n'aura jamais à se demander si sa grand-mère l'aime parce qu'il en aura une qui l'aime. Elle est juste là. J'ai regardé Hélène. Elle pleurait. Amélie, tu ne peux pas faire ça. La voix de ma mère s'est brisée, non pas de tristesse, ai-je réalisé, mais de l'humiliation d'être exposée. Elle a jeté un coup d'œil aux clients qui regardaient, à la journaliste, aux preuves indéniables étalées sur le comptoir. Les gens regardent. Tu nous mets dans l'embarras. Non, maman. Vous vous êtes mis dans l'embarras le jour où vous avez choisi une fête d'anniversaire plutôt que le mariage de votre fille. Je ne fais que le mettre en lumière pour vous. J'ai rassemblé les relevés bancaires et les ai remis dans le dossier. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix ne tremblait pas. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement, totalement solide. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Vous allez quitter ma boulangerie. Vous allez arrêter d'appeler, d'envoyer des textos, de vous présenter à mon entreprise pour exiger de l'argent, et je vais continuer à vivre ma vie avec mon mari, mes beaux-parents et mon bébé. Ton bébé? Les yeux de maman se sont baissés sur mon ventre. Tu vas avoir un bébé et tu n'allais même pas nous le dire? Pourquoi l'aurais-je fait? Pour que vous puissiez demander comment cela affecterait mes revenus? Le visage de Chloé s'est tordu. C'est insensé. Tu nous coupes les ponts complètement pour une vieille rancune. Ce n'est pas une rancune, Chloé. C'est une limite. Papa s'est finalement avancé. Amélie, s'il te plaît. Je sais que nous avons fait des erreurs. Des erreurs? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Des erreurs, c'est oublier un anniversaire. Des erreurs, c'est manquer un appel. Choisir de ne pas assister au mariage de sa fille est un choix, papa. Et ce que je fais maintenant en est un aussi. Hélène s'est placée à côté de moi. Robert s'est positionné de mon autre côté. La main de Marc a trouvé la mienne. Ma famille, ma vraie famille. Cette boulangerie s'appelle Douce Aurore, ai-je dit doucement. Savez-vous pourquoi? Parce que ma grand-mère, celle que vous avez ignorée jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien, m'a dit que je pouvais créer quelque chose de doux dans un monde souvent amer. C'est ce que je fais, sans vous. J'ai fait un signe de tête vers la porte. S'il vous plaît, partez. La pièce a retenu son souffle. Si ce moment résonne en vous, si vous avez déjà dû choisir votre paix plutôt que les attentes de quelqu'un d'autre, commentez et respect. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé après qu'il soit sorti par cette porte, restez avec moi. Nous sommes presque à la fin. Pendant un instant,
personne n'a bougé. Le visage de ma mère a parcouru une gamme d'émotions comme une machine à sous. Le choc, puis la colère, puis quelque chose qui aurait pu être de la honte si elle était capable d'en ressentir. Chloé avait des larmes qui coulaient sur ses joues, bien que je ne puisse dire si c'était par blessure sincère ou par orgueil blessé. Et puis une voix a percé le silence. « Excusez-moi. » Madame Chevalier, 63 ans, institutrice à la retraite, cliente régulière depuis le premier jour, s'est levée de sa table. « Je viens dans cette boulangerie tous les samedis depuis 1 an, a-t-elle dit en s'adressant directement à ma mère. Amélie se souvient du nom de mon mari, demande des nouvelles de ses traitements, garde son muffin préféré même quand il est en rupture de stock. Le mois dernier, quand je ne pouvais pas me permettre un gâteau d'anniversaire pour mon petit-fils, elle en a fait un quand même et n'a pas voulu que je paie. Elle a montré le dossier de relevé bancaire. Cette femme vous a donné 250 000 € et vous n'avez pas pu venir à son mariage. La voix de Madame Chevalier tremblait d'indignation. Vous devriez avoir honte. Un murmure a parcouru la boulangerie, des têtes hochant la tête. Quelqu'un au fond a marmonné, incroyable. Le sang-froid de ma mère s'est effondré. Elle a attrapé le bras de mon père, l'entraînant vers la porte. Allons-y, Gérald. Nous n'avons pas besoin d'être humiliés par des étrangers. Vous vous êtes humilié vous-même, a crié Madame Chevalier après eux. Tout ce qu'elle a fait, c'est montrer les preuves. Chloé a hésité, me regardant avec quelque chose qui approchait de la confusion, comme si elle ne comprenait vraiment pas comment nous en étions arrivés là, comme si elle n'avait jamais considéré que les actions avaient des conséquences. Chloé, ai-je dit doucement. Au revoir. Elle s'est retournée et a suivi nos parents dehors. La cloche a sonné. La porte s'est refermée. Et comme ça, 32 ans d'efforts pour gagner l'amour de ma famille ont pris fin. Hélène m'a enveloppé dans ses bras. Marc a embrassé ma tempe. Madame Chevalier est retournée à son café avec un signe de tête satisfait. La célébration a continué. Le reste de l'après-midi s'est déroulé dans un étrange flou paisible. La journaliste de Lyon Capitale s'est approchée de moi après le départ de ma famille, carnet en main. Je suis venu pour écrire sur les femmes entrepreneurs, a-t-elle dit avec précaution. Mais ça, c'était autre chose. Voulez-vous que je n'en parle pas? J'ai réfléchi à la question. Une partie de moi voulait se cacher, garder la laideur privée, mais une autre partie, celle qui avait passé 32 ans à être invisible, était fatiguée de rester petite. Écrivez ce que vous avez vu, ai-je dit. Mais cette histoire ne parle pas de vengeance. Elle parle de construire quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Elle a hoché la tête, griffonné quelque chose, et a commandé une boîte de brioche à la cannelle. Le soir, la foule s'était éclaircie. Marc a balayé le sol pendant que j'essuyais les tables. Robert et Hélène ont insisté pour faire la vaisselle malgré mes protestations. « Laisse-nous aider », a dit fermement Hélène. C'est ce que fait la famille. Je me suis arrêté, chiffon à la main, les regardant travailler ensemble dans ma cuisine. Robert racontait des blagues terribles. Hélène faisait semblant d'être agacée. Marc riait des deux. C'était ma famille maintenant. Pas par le sang, mais par choix, par présence. Plus tard, enfermant pour la nuit, Marc m'a serré contre lui sous les guirlandes lumineuses que nous avions accrochées ce matin-là. « Comment te sens-tu » J'y ai réfléchi. La confrontation, les relevés bancaires, le spectacle public. Je me sens, j'ai cherché le mot juste. Légère. Comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant si longtemps. J'avais oublié ce que c'était que de se tenir droite. Tu n'as pas gagné. Tu sais, il n'y a pas de trophée pour ça. Je sais. J'ai regardé ma boulangerie, les lumières chaudes, les vitrines, l'enseigne peinte à la main. Mais je n'ai pas perdu non plus. J'ai juste finalement arrêté de jouer à un jeu que je ne pouvais jamais gagner. Il a embrassé mon front. Prête à rentrer à la maison. Oui, ai-je souri. Je le suis vraiment. Dans les 3 mois qui ont suivi, j'ai observé de loin les conséquences se dérouler. Tante Sophie m'a tenu au courant malgré mes protestations que je n'avais pas besoin de savoir. Tes parents ont vendu la maison, a-t-elle rapporté en décembre. Ils en ont obtenu moins que la valeur du marché parce qu'ils étaient désespérés. Ils louent maintenant un appartement de 2 chambres à Vaux-en-Velin. J'ai ressenti quelque chose quand elle m'a dit ça. Pas de la satisfaction exactement,
mais pas de la peine non plus. Plutôt la reconnaissance sourde de l'inévitabilité. Et Chloé? Baptiste est parti. Il a déménagé à Marseille avec une femme qu'il a rencontrée en ligne. Le divorce est moche. Elle vit avec tes parents maintenant. Tous les trois entassés dans cet appartement. J'ai imaginé la scène. Ma mère, qui avait passé des décennies à cultiver une image de réussite suburbaine, partageant maintenant des murs avec des étrangers, écoutant des disputes à travers le plancher. Ma sœur, l'enfant chéri, réduite à dormir à nouveau dans son lit d'enfant. Ta mère a essayé de t'envoyer un email, au fait, quelque chose sur la réconciliation. J'avais vu l'email. 3 pages de reproches soigneusement formulés. Comment j'avais mal interprété leur amour. Comment chaque famille a des difficultés. Comment garder rancune ne fait de mal qu'à soi-même. Aucune excuse. Aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Juste une reformulation du récit pour faire de moi la méchante à nouveau. J'ai transféré l'email à un avocat que Marc m'avait recommandé. Non pas pour poursuivre, juste pour documenter au cas où ils essaieraient quelque chose de plus agressif. Que dois-je lui dire, a demandé tante Sophie. Si elle demande de tes nouvelles. J'y ai réfléchi. Dis-lui que je suis heureuse. Dis-lui que je construis une vie avec des gens qui sont présents. Et si elle demande de l'argent? J'ai failli rire. Dis-lui que le distributeur est définitivement fermé. Ce Noël-là, Marc et moi avons organisé un dîner pour 10 personnes. Les Fournier, tante Sophie, des collègues de la boulangerie, des amis devenus une famille. Nous avons ri et trop mangé et n'avons pas parlé des personnes qui n'étaient pas là. Certaines absences sont des pertes. D'autres sont juste un espace pour respirer. Un soir chaud de fin mai, je me tenais dans la cuisine de la boulangerie Douce Aurore, nourrissant ma fille, Liliane Fournier, cette semaine, avec les yeux bruns de son père et, j'aime à l'imaginer, le menton têtu de ma grand-mère. Elle était arrivée un matin pluvieux d'avril, et dès l'instant où je l'ai tenue, j'ai compris quelque chose que j'avais poursuivi toute ma vie. Ça, cette chaleur dans mes bras, ce minuscule être humain qui n'avait besoin de rien de moi sauf de ma présence. C'est à ça que ressemblait l'amour. Hélène avait été là pour la naissance, tenant ma main quand Marc est sorti pour informer la famille. Robert faisait les 100 pas dans la salle d'attente, s'entraînant à faire des blagues de grand-père. Quand Lily est finalement arrivée, ils ont tous les deux pleuré plus fort que moi. Elle est parfaite, a murmuré Hélène, touchant la joue de Lily avec des doigts tremblants. Elle est absolument parfaite. J'ai pensé à appeler ma mère. L'instinct était toujours là, profondément enfoui, cette petite fille qui voulait juste que sa maman s'en soucie. Mais ensuite j'ai regardé Hélène, Robert, le cercle de personnes qui nous avaient choisis, et l'envie s'est estompée. La boulangerie s'était agrandie. L'article de Lyon Capital avait apporté une avalanche de nouveaux clients, et j'avais embauché 2 employés de plus pour suivre la demande. Nous avions commencé à vendre en ligne, expédiant les brioches à la cannelle de Mamie Rose à travers le pays. Tout ce que j'avais toujours voulu était là. Non pas donné, mais construit. Brique par brique, fournée par fournée. Une nuit, en berçant Lily pour l'endormir dans notre salon, je lui ai fait une promesse silencieuse. Tu ne te demanderas jamais si ta mère t'aime. Tu ne te sentiras jamais comme un fardeau. Ta valeur ne sera jamais mesurée en euros transférés ou en faveur due. Tu seras célébré pour ton existence. Rien de plus, rien de moins. Elle a bâillé, ses petits poings se sont dénoués et elle s'est endormie contre ma poitrine. Dehors, le soleil se couchait, doré sur Lyon. Une nouvelle aurore, en effet. Marc m'a demandé une fois, dans cette heure calme après que Lily se soit endormie, si j'avais des regrets. Nous étions assis sur la terrasse arrière à regarder les lucioles clignoter dans le jardin. La question m'a prise au dépourvu, non pas parce qu'elle était inattendue, mais parce que je devais vraiment y réfléchir. Je regrette le temps, ai-je dit finalement. 8 ans à espérer qu'il changerait. 8 ans à envoyer de l'argent comme des offrandes à des dieux qui n'écoutaient jamais. Mais pas la fin. Non, pas la fin. J'avais commencé une thérapie 3 mois après la confrontation à la boulangerie. Quelque chose que Marc avait gentiment encouragé et qu'Hélène avait moins gentiment insisté. Cela m'a aidé d'avoir un professionnel pour démêler les nœuds que je m'étais fait moi-même. Comprendre que le comportement de mes parents n'était pas à propos de moi, que leur incapacité à m'aimer correctement était leur échec, pas le mien. Un après-midi, j'ai écrit une lettre, pas pour l'envoyer,
juste pour moi. Chère Amélie, à 24 ans, je sais que tu es sur le point de virer 3000 € à des gens qui ne te remercieront pas. Je sais que tu crois que cela te vaudra une place à la table. Ce ne sera pas le cas. Voici ce que j'aimerais pouvoir te dire. Tu n'es pas obligé d'acheter un amour qui devrait être donné librement. Tu n'es pas égoïste d'avoir des besoins. Et la famille que tu cherches n'est pas celle dans laquelle tu es né. C'est celle que tu construiras. Ouvre la boulangerie plus tôt. Fais confiance à Marc plus tôt, pleure moins, et économise plus. Mais surtout, pardonne-toi d'avoir mis si longtemps à comprendre ce que tu méritais. Le voyage comptait, même les parties douloureuses. Avec amour. Amélie, 33 ans. J'ai gardé la lettre dans le tiroir de mon bureau à côté de la première photo d'échographie de Lily et de l'acte de propriété de la boulangerie Douce Aurore. La preuve que les fins peuvent aussi être des commencements. Que certaines pertes sont en fait des libérations. Que la maison n'est pas toujours là d'où l'on vient. Parfois, c'est là où l'on décide de rester. La lettre est arrivée un mardi, un an après la confrontation à la boulangerie. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture immédiatement. L'écriture serrée de mon père, la même qui avait signé mes bulletins scolaires d'enfance sans commentaire. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a fait hésiter. Amélie, je sais que je ne mérite pas de t'écrire. Ta mère n'est pas au courant de cette lettre, et je préférerais que ça reste ainsi. J'ai pensé au jour de ton mariage, celui que j'ai manqué. J'y ai pensé pendant un an maintenant, en fait. Rejoins le moment où ta mère nous a dit que nous allions à la fête de Chloé à la place. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû monter dans la voiture et venir te voir quand même. Je ne l'ai pas fait. J'ai passé toute ma vie à ne rien dire, à ne rien faire, à laisser ta mère prendre des décisions parce que c'était plus facile que de se battre. Je me suis dit que je maintenais la paix. Mais en réalité, j'étais juste un lâche. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne demande pas d'argent. On s'en sort, à peine. Et c'est plus que ce que nous méritons. Je voulais juste que tu saches que je suis fier de toi. Je l'ai toujours été. Même si je ne l'ai jamais dit. Je suis fier de ta boulangerie. Je suis fier de ton mari. Je suis fier de la femme que tu es devenue, malgré tout ce que nous ne t'avons pas donné. Tu méritais de meilleurs parents. Je suis désolé que tu nous aies eus à la place. Papa. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis j'ai pleuré, non pas de douleur, mais de quelque chose de plus difficile à nommer. Le deuil peut-être, pour la relation que nous n'avons jamais eue. Le soulagement que, quelque part, d'une petite manière, il m'est enfin vu. Marc m'a trouvé dans la cuisine, la lettre à la main. Bonne ou mauvaise nouvelle? Ni l'un ni l'autre. Juste la vérité. Enfin. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Peut-être un jour. Pour l'instant, j'ai rangé la lettre dans le tiroir de mon bureau et suis allé voir Lily. Certaines portes restent fermées, d'autres restent entr'ouvertes. Et c'est bien aussi. Si je suis honnête, et j'ai essayé de l'être avec vous tout ce temps, je ne pense pas que ma mère soit mauvaise. Je pense qu'elle est brisée. Elle a grandi dans la pauvreté, fille d'immigrants qui travaillaient 3 emplois chacun et ne pouvaient toujours pas se permettre le chauffage en hiver. Ce genre d'enfance laisse des cicatrices. Elle s'est frayé un chemin jusqu'à la classe moyenne et a passé le reste de sa vie terrifiée à l'idée de retomber. Chloé, belle, charmante, socialement gracieuse, représentait tout ce que ma mère aurait souhaité être. Je représentais tout ce qu'elle essayait de fuir. Simple, pratique, les mains toujours couvertes de farine. Il ne s'agissait pas d'aimer Chloé plus. Il s'agissait de s'aimer elle-même moins et de me voir comme un miroir auquel elle ne voulait pas faire face. Est-ce que cela excuse ce qu'elle a fait? Non. Est-ce que cela l'explique? Peut-être. Mon père a choisi la paix plutôt que la justice, le confort plutôt que le courage. Il n'était pas malveillant, juste faible. Et la faiblesse, à sa manière, peut blesser aussi profondément que la cruauté. Je ne vous dis pas ça pour que vous les plaigniez. Je vous le dis parce que comprendre n'est pas la même chose que pardonner. Et je pense qu'il est important de connaître la différence. Alors voici ce que j'ai appris. Pour ce que ça vaut, l'amour sous condition n'est pas de l'amour, c'est du commerce. Poser des limites n'est pas de la cruauté. C'est de la survie.
Et la famille que vous construisez peut être tout aussi réelle que la famille dans laquelle vous êtes né. Parfois plus réelle. Si vous êtes le distributeur automatique de quelqu'un, si vous donnez toujours et ne recevez jamais, si vous êtes en robe de mariée à vous demander pourquoi vos parents ne sont pas là, écoutez-moi. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas égoïste. Vous voyez juste enfin clairement.